Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau cycle intitulé Comment combattre l'islamisme. Oui, un cycle puisqu'il s'agira de 3 vidéos, le thème le mérite, la question mérite un certain approfondissement. Donc la première vidéo, celle d'aujourd'hui, posera les préalables à toute réflexion sérieuse, à toute solution à ce grand défi qui se pose au monde entier, pas seulement à la France. La vidéo suivante sera dédiée à résoudre le problème en France en particulier. Et enfin, la dernière vidéo, la troisième, sera une réflexion sur que faire au sud de la Méditerranée. Cette question intéresse bien entendu les Maghrébins, les Sahéliens, mais aussi les Français et les Européens, puisque tout pourrissement au sud de la Méditerranée se retrouvera chez vous, chers amis français et européens, du fait des diasporas et puis du fait de la mondialisation, donc la libre circulation des idées, des modes, mais aussi des problèmes. Maintenant, on exporte facilement des iPhones et des blue jeans, mais on exporte également ces problèmes à ses voisins. Donc, on est obligé de travailler maintenant dans une logique nord-sud de la Méditerranée. Donc, allons droit au but maintenant pour parler des préalables à la réflexion. Je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de poser le diagnostic puisque le sujet est très sensible, on marche sur des œufs, mais on est condamné à marcher, sinon d'autres marcheront en notre direction et nous balayeront. Donc on va réfléchir ensemble et je préfère prendre le maximum de précautions sémantiques sur les concepts et aussi pour déterminer la bonne ambition. Je ne suis pas venu ici pour proposer une utopie, une solution radicale à l'islamisme parce qu'elle n'existe pas. Mais je suis venu proposer des choses réalistes, pragmatiques et qui sont à la portée d'une génération. Voilà. Donc je suis venu ici donner une sorte de programme pour ma génération parce que il est temps de se retrousser les manches et de rendre quelque chose à la France et aux pays d'Afrique du Nord pour ceux qui sont comme moi originaires d'Afrique du Nord. Donc cette préalable, le premier, c'est que tant que les progressistes seront au pouvoir, aucune solution ne sera apportée au problème de l'islamisme. Il n'y a rien à attendre des progressistes sur le front de la lutte contre l'islamisme, puisque pour eux, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème, puisque pour eux, l'essentiel, la priorité, c'est de démanteler le monde d'avant, démanteler l'héritage commun, la langue française avec l'écriture inclusive, les paysages français avec tout ce que vous voyez comme architecture hallucinante et laide qui se détache, qui salit le paysage français, les éoliennes par exemple. Ils sont anti-cléricaux, ils sont même anti-catholiques. Pour eux, tout ce qui est catholique, tout ce qui est chrétien est une aberration, il faut l'enlever. Et donc, dans ce sens-là, pour eux, l'islamisme est une atteinte de plus, est une balle de plus tirée sur le monde d'avant. Donc, ça ne les dérange pas vraiment. Évidemment, ils n'aiment pas les morts, ils n'aiment pas les attentats. Mais tout ce qui est derrière, tout le travail fait en sous-marin par les islamistes en France pour déconstruire l'identité française, ça ne les choque pas, ça ne les met pas en alerte, puisque pour eux, la priorité, c'est détruire le monde d'avant et essayer de construire un monde qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. Ce sont des destructeurs, ce ne sont pas des constructeurs, ce ne sont pas des gens qui sont venus pour édifier. Donc, pour eux, les islamistes sont un auxiliaire de plus dans l'entreprise de démolition de la France et de l'Europe occidentale. C'est une véritable démolition qui est au cœur du programme progressiste, une véritable pulsion de mort qui est au cœur de leur programme. Ensuite, les progressistes, même les plus bienveillants, même ceux qui ont réellement compris le problème et qui veulent le résoudre, eh bien ces progressistes-là, de toute façon, ils s'interdisent l'action. Puisque dès que vous parlez de l'islam, vous êtes islamophobe. Dès que vous dites quelque chose d'intelligent au sujet de l'islam, vous êtes taxé d'islamophobe. Donc vous êtes mort socialement. Dès que vous vous laissez sévir contre les djihadistes, on vous dit non, il faut être humaniste. C'est-à-dire c'est le laxisme pénal. Comment voulez-vous résoudre le problème de l'islamisme quand le laxisme pénal est une politique d'État? Depuis 30 ans, le laxisme pénal est une politique d'État en France. On relâche les gens, on parie sur leur réinsertion. Or, vous ne pouvez pas traiter un islamiste comme un délinquant commun. Vous ne pouvez pas parier sur sa réinsertion. Ça ne marche pas comme ça. Vous ne pouvez pas constamment empêcher l'État d'agir. L'État français peut contenir l'islamisme, mais il est enchaîné. C'est lui qui est menotté. Et ceux qui se baladent comme un poisson dans l'eau, ce sont les islamistes. Donc pour ces deux raisons, les progressistes bloquent toute réponse sérieuse à l'islamisme et il faut se débarrasser d'eux. Tant qu'on ne s'est pas débarrassé des progressistes, enfin je veux dire, tant qu'on ne les a pas chassés des arcanes du pouvoir, aucune solution ne sera apportée à l'islamisme. Deuxième préalable qui est aussi très important,
c'est que l'islam est fort. Posons la question, enfin posons l'hypothèse de la puissance de l'islam, la puissance de la religion musulmane, une puissance qui est étonnante, une vivacité, une force de vie, une combativité qui se confirme sur tous les fronts. Au Sahel, en Asie, au cœur de l'Europe, même aux États-Unis, l'islam avance et l'islam est bien vivant. Alors que la chrétienté est en train de se diluer dans une espèce de consumérisme repentant et autres. L'islam est très fort. Alors les islamistes, eux, peuvent être faibles. Ils sont faibles, dans le sens où ils sont pas très... C'est pas des gens très sophistiqués, les islamistes. Vous savez, je dis pas qu'ils sont bêtes, mais c'est pas des génies non plus. Quand vous lisez Saïd Qutb, le grand théoricien de l'islamisme égyptien, le type, il écrit, il tourne en rond. C'est pas Einstein, c'est pas Descartes, c'est pas la grande... C'est même pas Ibn Khaldoun ou Avicenne, vous savez, c'est pas la grande pensée, c'est pas une révolution copernicienne qui anime les islamistes. Mais ils n'ont pas besoin d'être géniaux, puisqu'ils ont en main une puissance, une arme nucléaire qui peut être dévastatrice, ce qui est l'islam. Donc il suffit qu'ils suivent l'élan de l'islam. Et pourquoi je vous dis que l'islam est très fort? Rendez-vous compte, 80% des musulmans ne parlent pas l'arabe. Ça veut dire que vous avez 80% des musulmans, on parle de peut-être d'1 milliard de personnes, d'individus, de croyants, eh bien, ils récitent des prières qu'ils ne comprennent pas. Ils lisent un Coran qu'ils ne comprennent pas. Ils vont à la mosquée le vendredi, les Wolofs, les du Sénégal, les Indonésiens de Aceh ou de Jakarta, les musulmans d'Inde, ils sont, je ne sais plus, 250 millions. Les Pakistanais, eh bien, ils vont à la mosquée, ils ne comprennent pas ce qu'ils récitent comme prière. Ils ne comprennent pas. Et pourtant, ils sont habités par la foi. Non seulement ils pratiquent cette foi tous les jours, non seulement ils font le ramadan, mais ils font aussi le djihad pour une foi dont ils ne comprennent même pas les textes. Alors moi j'appelle ça la puissance divine de l'islam. Il y a un secret là-dedans. Vous pouvez ne pas être croyant comme moi, mais je pense que vous allez quand même être d'accord avec moi pour voir qu'il y a un mystère dans cette religion qui lui donne cette capacité d'adhésion, cette capacité de susciter l'enthousiasme chez des gens qui ne comprennent même pas son texte. En Afrique subsaharienne, ce que nous appelons aujourd'hui le Sahel, mais même au Togo, même très en profondeur au sud, en Centrafrique, Côte d'Ivoire, dans les Guinées équatoriales, les Guinées de la pluie, la Guinée-Conakry, vous avez des communautés musulmanes très sérieuses, qui sont en train d'être réislamisées, port du voile et autres, alors que si vous réfléchissez avec moi 5 minutes, c'est les Noirs d'Afrique subsahariens devraient être anti-musulmans, puisque l'islam leur a été apporté par les esclavagistes. Ils ont subi un génocide sur 1000 ans par les esclavagistes, les marchands arabes venus de Mauritanie, venus d'Afrique du Nord, venus de l'Égypte, ceux qui ont redescendu le Nil vers l'Éthiopie. Ils ont massacré les Noirs du Darfour, du Niger, de la boucle du Niger, même en profondeur en Guinée, et ils ont envoyé ces esclaves-là en Afrique du Nord, en Turquie, en Perse. Ils ont fait un travail extrêmement cruel, ils ont été d'une grande brutalité puisqu'ils les ont castrés. Ils ont castré les hommes. Donc on ne se souvient pas de cet esclavage-là, puisque les gens ne se sont pas reproduits. C'est terrible ce que je suis en train de vous raconter ici, mais c'est la réalité. Contrairement à la traite des Noirs, de la traite négrière triangulaire, où les Noirs, ils ont été martyrisés, je ne minimise pas, mais il n'y a pas eu cette castration de masse, et donc vous avez aujourd'hui des petites Afriques au Brésil. Le Brésil est un pays africain. Peut-être 100 millions de Noirs au Brésil. Vous avez une petite Afrique dans les Caraïbes, aux États-Unis bien entendu, et ainsi de suite. Vous n'avez pas de petites Afriques aujourd'hui en Afrique du Nord, ou en Turquie où il y a eu des centaines de milliers d'esclaves noirs, ou en Perse, en Iran, en Égypte, parce qu'ils ont été castrés. Il y a eu une castration au 19e siècle, même au début du 20e. Je ne vous raconte pas des choses qui remontent à la reine de Saba. On est vraiment dans cette période-là récente. Eh bien, normalement, on s'attendrait à ce que chez ces populations-là, enfin, chez leurs descendants, les enfants, les petits-enfants de ceux qui ont été rasiés, eh bien, on s'attendrait à une hostilité naturelle, innée à l'égard de l'islam. Eh bien, non. Vous avez une islamisation profonde de toutes ces populations qui étaient l'objet de ces razzias. Puissance de l'islam. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Puissance de l'islam qui arrive à faire oublier le traumatisme à ces populations et à les emporter dans ce message qui, à mon humble avis, a une essence divine. Je ne vous demande pas d'être d'accord sur moi sur l'essence divine. Moi, je vous parle en tant que croyant. Moi, je parle l'arabe et je vous dis sincèrement, en écoutant le Coran, moi, je vibre. Après,
À la limite, votre avis, chers amis français européens, importe peu. Ce qui importe, c'est ce 1,5 milliard de musulmans qui est en mouvement. Alors même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, vous devez vous rendre compte qu'il y a 1,5 milliard de musulmans en mouvement, de toutes les races, de toutes les origines, de toutes les trajectoires possibles, imaginaires, toutes les trajectoires historiques, de toutes les civilisations. Eh bien, ces musulmans-là, ils vibrent. Et ça, c'est un fait politique majeur. C'est ça que je dis que l'islam est très fort. Et c'est un préalable à poser si on veut régler le problème de l'islamisme en France. Il faut savoir à qui on a affaire. On a affaire à un mouvement planétaire extrêmement vivant, extrêmement vivace. Même si les islamistes, par plusieurs aspects, sont faibles ou décevants. Ça m'amène au troisième préalable, c'est-à-dire qu'en France, ce serait illusoire que de parier sur un islam de France. Ce serait réellement, moi j'appelle ça une foutaise. Excusez mes mots, mais je voudrais vraiment marquer les esprits, parce qu'on ne le fait pas souvent dans les médias. L'islam de France est au mieux une chimère, au pire une foutaise. Puisque l'islam est extrêmement fort, et il ne va pas se soumettre à quelques technocrates qui ont fait l'ENA ou Sciences Po, qui vont lui dire ce qu'il doit faire en France ou comment il doit réagir, d'une part. D'autre part, la France n'a aucune expérience de l'islam. Votre expérience, chers amis français, avec l'islam a peut-être 20 ans ou 30 ans ou 40 ans. Il y a une expérience de promiscuité, d'intimité avec des millions de musulmans. Il y a toujours eu, il y a eu une mosquée de Paris, je pense qu'elle a peut-être un siècle, mais c'était pour une petite communauté musulmane des années 20, des années 30. Là, votre promiscuité avec l'islam vraiment de masse, elle a quoi, à 20 ans, 30 ans? Vous n'avez pas les réflexes que nous pouvons, nous, avoir au Maroc pour réagir rapidement, savoir nous défendre contre l'islamisme ou un phénomène djihadiste. Vous n'avez pas les réflexes de l'Égypte ou même des Syriens ou des Irakiens. Ce n'est pas votre faute. C'est que vous n'avez pas cette tradition historique. Vous n'avez pas sédimenté un savoir-faire dans ce sens-là. Ensuite, à l'époque, dans les années 20, les années 30, les années 40, quand la France était encore un empire colonial, il y avait des grands islamologues. On ne les appelait pas comme ça, je ne sais plus comment on les appelait, c'était des grands experts de l'islam, des grandes figures scientifiques que vous n'avez plus aujourd'hui, ou presque plus. Aujourd'hui, vous avez des experts qui sont sur les plateaux de télévision, mais ils ne comprennent pas, ils ne vont pas en finesse dans cet islam-là. Parce que s'ils vous disaient la vérité, ils ne passeraient pas sur BFM. Si vous disiez la vérité, ce que je suis en train de vous dire, ils n'auraient pas de poste à l'université. Ils crèveraient de faim. Donc, vous avez rarement l'occasion à l'université, chez la parole autorisée en France, très rarement dit la vérité et va au fond des choses. Et elle est en superficie pour vous dire oui, ayez peur de l'islamisme, bon ça nous avance à pas grand chose, ou l'islamisme paix et amour, ou l'islam religion de la transition entre les Grecs anciens et la modernité. Ça vous avance pas à grand chose parce que vous n'avez pas besoin de ce savoir-là, vous avez besoin d'un savoir réellement intime et franc et viril de l'islam, parce que l'islam il est habité par la violence et la certaine combativité, et ce n'est pas avec des universitaires qui ont peur pour leur carrière, ou qui veulent passer une retraite tranquille, ou qui veulent passer à la télé à n'importe quel prix, c'est pas avec ça que vous allez avoir une connaissance fine et opérationnelle de l'islam. Enfin, pourquoi vous ne pouvez pas avoir un islam de France? Vous pouvez toujours avoir un islam bureaucratique de France. Vous pouvez dépenser toujours des milliards d'euros que vous n'avez pas, parce que la France est très endettée. Vous pouvez toujours dépenser des milliards d'euros sur le halal ou sur je sais pas quoi, sur n'importe quel conseil de je sais pas quoi. Mais vous n'aurez pas un islam de France qui vous fasse plaisir, qui soit humaniste et modéré comme vous le voulez. Donc vous ne pouvez pas l'avoir pour une dernière raison. Après, je passe à la prochaine étape. Parce que la religion, elle a besoin d'une matière humaine. La matière humaine de l'islam qui vit en France aujourd'hui, ce ne sont pas les Français de souche, ce ne sont pas les Français judéo-chrétiens. Cette matière humaine, ce sont les Maghrébins et un peu les Sahéliens, les Sénégalais, Maliens et autres. Eh bien, dans leur grande majorité, ces gens-là, ils portent un islam qui n'est pas du tout l'islam de France, c'est l'islam de la civilisation islamique habituelle. C'est un islam qui est vigoureux, qui est plein de ressentiments, qui discrimine l'homme et la femme. Donc, tant que vous n'avez pas changé cette matière humaine-là, ces millions de musulmans en France, on parle de 10 millions de musulmans en France, tant que vous n'êtes pas intervenu sur leur cœur, leurs esprits, leur mentalité, leur inconscient collectif, vous ne pourrez pas générer un islam de France. L'islam de France ne viendra pas en verticalité. Il ne viendra pas de Bercy, ou du Quai d'Orsay, ou de la Sorbonne.
Il faut qu'ils viennent, il faut qu'ils soient sollicités par les pratiquants de l'islam de France. Or, ils sont à milieu, ne serait-ce que de ressentir le besoin d'un islam différent. Eux, ils sont contents, ils sont très heureux dans l'islam légué par leurs ancêtres du bled. Alors, autre préalable, qui est vraiment dans la suite de celui-ci, ne vous attendez pas à voir à court terme un islam dit modéré. À court terme, il n'existera pas d'islam sans jihad. L'islam n'est pas le coca light, c'est pas du coca, on peut enlever du sucre ou rajouter de la caféine ou autre. Donc à court terme, attendez-vous à ce que l'islam reste lui-même, c'est-à-dire qu'il marche côte à côte avec le jihad. Je ne dis pas ça pour vous désespérer, je dis ça parce que c'est la réalité. Ça fait 1400 ans que nous, les musulmans, nous les arabes, nous essayons de nous débarrasser de ce jihad, de ces poussées de fièvre, de folie destructrice, et nous n'y arrivons pas. Vous savez, nous n'avons pas attendu les Français pour nous réfléchir à réformer l'islam. Il y a déjà eu plusieurs réformes de l'islam, plusieurs hérésies, plusieurs sectes, plusieurs courants dans l'islam. Vous allez à Oman, vous avez les Ibadites, c'est un islam intéressant qui n'est ni chiite ni sunnite, plutôt modéré. Donc, il y a déjà eu des dizaines de tentatives de réforme sérieuses de l'islam, où elles ont été massacrées, où elles sont restées marginales. Les soufis, par exemple. Pourquoi je vous dis que le djihad marche côte à côte avec l'islam et qu'on ne peut pas séparer les deux, à mon grand regret, c'est que le djihad est devenu chez nous, dans les pays musulmans, une grammaire politique. Le djihad a une utilité. C'est pas seulement castagner, casser la gueule aux infidèles, ou nous défendre contre les Européens, les Occidentaux, je ne sais qui. Non, le djihad est une manière de changer les élites, de renouveler les élites à peu de frais. Vous, quand vous avez tué Louis XVI, pour tuer Louis XVI, vous avez fait les Lumières, vous avez fait Diderot, Rousseau, Voltaire, vous avez eu Descartes, le discours de la méthode, vous avez eu Pascal. Vous avez mis 200 ans et beaucoup de travail, beaucoup de neurones. Nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on ressuscite les textes musulmans qui sont prêts sur étagère depuis 1400 ans. Nous allons faire le djihad. Et nous disons, nous accusons nos sultans, nos chefs, nos dirigeants, nous les accusons de ne pas être des bons musulmans. Ça suffit pour les enlever. Vous, les Français, vous n'avez pas enlevé Louis XVI parce qu'il n'était pas assez catholique. Ben, nous, on fait ça. Nous, on enlève, on change de dynastie, on change de dirigeant, en leur déclarant le djihad, en leur disant vous n'êtes pas des bons musulmans. Ça suffit. Je viens de vous raconter l'histoire du Maroc depuis l'an 1100. Je viens de vous raconter en quelques phrases l'histoire du Maroc sur 1000 ans. Pareil en Égypte, pareil en Tunisie. Vous prenez tous les pays arabes, vous avez cette logique-là. Les Anglais, pour amener Cromwell, se débarrasser de leur roi, faire leur révolution du XVIIe siècle, ils ont fait un grand travail intellectuel. Nous, les Arabes, on n'a pas besoin de ça. Nous avons le djihad. Or, ce djihad, il est cyclique, c'est-à-dire qu'il est convoqué quand nous voulons changer les élites. Donc, quand tout va bien, eh bien, le djihad tend à disparaître et nous sommes en régime normal. Quand les choses vont mal, quand nous sommes en crise, quand nous sommes en angoisse, enfin, nous avons un millénarisme permanent. Dès que nous avons une crise, une grande sécheresse, la peste, une invasion ottomane, une invasion française, portugaise au Maroc, eh bien, on part, les Mongols en Irak, eh bien, on part sur le djihad. Donc, ça nous prend, cette poussée de fièvre nous prend tous les 50 ans, tous les 70 ans. Ce serait intéressant d'ailleurs à étudier cette périodicité. Donc, c'est, entre guillemets, dans notre ADN culturel, c'est dans notre civilisation, c'est dans notre bagage. C'est comme ça. Ça changera peut-être si on nous évolue, mais pour l'instant, nous n'avons pas encore évolué. Donc, quand vous avez 10 millions de musulmans en France, ou je ne sais plus combien, 20 ou 30 millions dans le territoire européen, eh bien, vous avez transposé le djihad. Là, nous sommes dans un pic de djihad, peut-être qu'il va redescendre dans les années qui suivent, et puis il remontera plus tard. C'est comme ça. C'est l'islam. Ça m'emmène à un autre préalable, c'est qu'il n'y a rien à attendre si on est sérieux, si on veut vraiment régler le problème. Après, si on veut gagner des points, se faire inviter gagner la Légion d'honneur et tout ça, oui, effectivement, on peut dire on peut raconter des histoires aux gens. Mais si on est sérieux, on ne peut pas miser sur les musulmans modérés de France, ni les apostats, ni les athées. Je le dis avec la plus grande sincérité, quitte à perdre quelques amis. Les musulmans modérés, ils existent à titre individuel. Mais comme je vous dis, l'islam, c'est pas du coca light.
mais il n'existe pas d'un point de vue religieux, théologique, voire politique, puisqu'il n'existe pas d'islam modéré. Il existe des milliers, des centaines de milliers de musulmans modérés, j'en connais, et je les salue, mais ils ne représentent rien d'un point de vue religieux, en termes de courant religieux. C'est quoi un courant religieux? C'est une école de pensée. Chez nous les Arabes on dit zawiya. L'angle, enfin c'est là où se réunit le coin où se réunissaient les gens qui travaillaient la théologie. Ils n'ont pas de courant juridique, pas de fiqh, ils n'ont pas d'existence même politique, et puis ils n'ont pas les muscles, ils ne sont pas violents. Le grand drame des musulmans dits modérés, c'est qu'ils ne sont pas violents. Or l'histoire, elle est façonnée, elle est habitée par la violence. Ce sont les violents qui l'emportent au final. Ce ne sont pas les gentils. Les gentils, c'est bien dans une entreprise, dans une ONG. Quand tout va bien, quand on a fait la paix, à ce moment-là, on a besoin de poètes, on a besoin d'intellectuels, on a besoin de gens comme moi qui écrivent des textes ou qui font des vidéos comme je le fais aujourd'hui. Mais pour conquérir le palais présidentiel et prendre les casernes et prendre les levées du pouvoir, on a besoin de violents. Des violents bien dirigés, hein, des violents bien conduits, mais des violents d'abord. Ce ne sont pas les civilisés qui remportent les batailles décisives, ce sont les violents, ce sont les barbares. Après, ces barbares, il leur revient de créer des poches de civilisation ou même de devenir des civilisés. Bon là, je vous ai raconté aussi une partie de l'histoire du monde, hein. C'est un peu l'histoire du monde. Hein. Cette évolution subtile, cette dialectique entre civilisation et barbarie. Eh bien, à mon grand désespoir, les modérés sont tous gentils, présentables, des gars de bonne famille, mais ils ne sont pas violents. Les athées, ils sont non seulement pas violents, mais encore ils sont ultra minoritaires. Les apostats, pareil. Encore une fois, je n'attaque pas les personnes, ce sont des personnes délicieuses, j'en connais et je les salue, mais politiquement, d'un point de vue religieux, RAS, il n'y a rien à en attendre. Enfin, je voudrais, là on passe à notre préalable, je voudrais vous dire que, encore une fois, je ne voudrais pas être le gars qui annonce les mauvaises nouvelles, mais on est en train de poser le diagnostic, donc il faut être le plus froid et avoir un regard médical, hein, à la limite du cynisme. Nous avons deux problèmes. L'islamisme, qui est le sommet de l'iceberg, et la civilisation musulmane, qui est l'iceberg en tant que tel. L'arbre qui cache la forêt, c'est l'islamisme, et la forêt, c'est la culture, la civilisation musulmane, qui aujourd'hui vit en Europe et en France. Il faut bien savoir que vous avez deux soucis. Les médias, nous-mêmes, nous sommes obnubilés par l'islamisme, parce que les attentats, tout ça, c'est l'attentat, le World Trade Center et tout ça. Mais l'islamisme, c'est pas le problème. À la limite, moi je dirais, c'est pas le problème le plus grave. Vous avez derrière tout un édifice, tout un iceberg qui est en train, qui fonce sur l'Europe occidentale et la France en particulier, et qui va faire très mal. Pourquoi? Parce que l'islamisme, il est assez primaire et il est assez prévisible. Bon, quand on n'est pas progressiste, c'est-à-dire quand on a les yeux ouverts, on sait à peu près à quoi s'en tenir. Je viens de l'expliquer. Tous les risques qu'il comporte. La civilisation musulmane, elle est plus forte que l'islam et que l'islamisme. Parce que elle est, comment dirais-je, elle est porteuse de posture, de manière d'être, de manière de ressentir, de réagir face à la peur, face à la faim, face au danger, face à la pauvreté, face à la douleur, qui n'ont rien à voir avec l'islam. Tout le monde nous dit l'islam est très fort et très puissant. Oui, moi-même je viens de le dire dans les préalables, et il est puissant d'un point de vue, si vous voulez, de recruter des adeptes, pour changer leur identité. Mais l'islam n'arrive pas à aller en profondeur, à changer les manières des gens. Regardez, tous les pays musulmans sont des pays où le niveau de confiance entre les gens est très faible. Il y a une énorme corruption. Il y a une énorme violence sociale. Qu'est-ce que c'est que la violence sociale? Ben, vous allez dans un hôpital marocain, tunisien, algérien, vous allez voir ce qui va vous arriver. On peut vous laisser crever sur un brancard parce que vous n'avez pas donné un bakchich. Même dans une clinique privée. Ça que j'appelle la violence sociale. Il y a très peu d'empathie, au final, dans les pays musulmans. Il y a plus d'empathie dans un pays laïque comme la France que dans un pays d'Afrique du Nord. Entre les gens, l'empathie, l'humanisme, cette espèce de souci du pauvre, de celui qui souffre de l'injustice. Vous voulez voir l'injustice, vous allez chez nous dans les tribunaux, vous allez voir ce que c'est que l'injustice. L'arbitraire. Pas de l'État. L'arbitraire de l'État est très facile à combattre, il suffit de changer le régime. Mais non, l'arbitraire des gens entre eux. Des gens qui donnent de l'argent à un magistrat pour
qui achètent une sentence. Ce sont des gens qui créent l'injustice tous les jours et la conscience tranquille. Ça, je viens de vous décrire le quotidien des États arabes, voire musulmans. Je le raconte dans ce livre qui est juste derrière moi, qui s'appelle Mon père, le Maroc et moi. Je le raconte dans l'exemple du Maroc. Je vous dis la violence sociale qui est énorme. Et la conclusion que je tire dans ce livre, c'est que l'islam n'est pas si fort que ça si on le prend comme une religion morale. L'islam est tranchant et puissant comme une religion politique, comme un instrument de conquête et même de tremblement de terre identitaire pour la personne. Vous voyez un noir, un Wolof qui tout d'un coup change de prénom. Il prend un prénom arabe et récite une prière en arabe alors qu'il ne la comprend pas. Mais d'un point de vue moral, l'islam n'arrive pas à changer cette civilisation des mœurs qui a été changée par le catholicisme en Europe et surtout en France, et puis par la grande tradition laïque. D'où un choc que vous êtes en train de vous prendre dans la gueule, pour parler vulgairement, chers amis français et européens, de cette civilisation musulmane qui arrive en Europe et qui ne réagit pas pareil que vous, avec la relation, par exemple, dans la relation avec l'État. Nous, les Maghrébins surtout, nous corrompons l'État, nous achetons l'État. Nous donnons des bakchis naturellement. Ça va vous arriver en France. Vous allez voir ça aussi, votre relation avec l'État, parce que vous avez pris 10 millions de musulmans, tous des Maghrébins, qui sont porteurs de cette manière-là de faire. Je ne suis pas en train de me stigmatiser ou de m'autoflageller, je suis en train de vous raconter comment fonctionne la civilisation qui s'est installée sur votre sol. Et cette civilisation, elle est en résonance avec l'islam. Vous savez, cette civilisation, elle est en dialogue avec lui. Elle est en rébellion contre lui parce qu'elle n'applique pas ses préceptes. Parce que si l'islam était appliqué chez les musulmans d'Afrique du Nord, ben, il n'y aurait pas de vol, il n'y aurait pas de bakchiche, il n'y aurait pas de corruption. Les tribunaux seraient fermés, les commissariats leur nombre serait divisé par 2 et vous aurez la paix civile partout. Or, c'est complètement l'inverse qui existe. Donc, je vous dis, il y a une dialectique entre l'islam, voire l'islamisme, et la civilisation, qui est à mon avis souvent bien plus forte que lui. Et même si vous réglez, imaginons, vous réglez le problème de l'islamisme en France, vous aurez toujours une civilisation maghrébine, musulmane, islamique en France et en Europe, qui ne va pas disparaître du jour au lendemain. Et les civilisations, elles ne s'empilent pas comme ça. Derrière moi, il y a la Méditerranée de Brodel. Il explique ça, Brodel. Il l'a expliqué dans les années 50-60. Hein. Il a dit que les civilisations, elles n'aiment pas se mélanger. Elles aiment échanger, mais au compte-gouttes. C'est je te donne ci, je te donne ça. Tu me donnes le sextant, je te donne la séparation des pouvoirs. Tu me donnes l'électronique, je te donne la poésie grecque ancienne. Mais là, l'expérimentation à ciel ouvert qui est en train d'être faite en France et en Europe, c'est mettre la civilisation islamique qui a une épaisseur comme ça, avec le bien et le mal que je vous ai décrit, avec la civilisation française européenne qui a une épaisseur comme ça. Et ça ne peut pas marcher. Il y aura des clashs, parce que les civilisations sont des êtres vivants, des êtres qui ont leur caractère, et moi je dirais leur mauvais caractère. Ce sont des êtres qui ont une colère profonde, qui ne pardonnent jamais. Les peuples peuvent à la limite se pardonner, les tribus, les groupes, les individus, mais les civilisations, elles ont les colères anciennes, elles ont la rancune, elles sont jalouses les unes des autres, et elles n'aiment pas trop l'innovation. Et je vous dis, elles filtrent, ce sont des animaux avec une dimension, vous savez, préhistorique. On est vraiment dans la très longue durée. Et là, vous avez mis 2 civilisations sur le même territoire en France, ça ne peut pas marcher sans un certain niveau comment dirais-je, de clash, même si je n'ai pas ce terme en anglais. Et donc vous avez 2 problèmes en France, et je ne sais pas comment on va régler ces 2 problèmes-là en même temps. Je pense qu'on peut à la limite contenir l'islamisme, mais cette nouvelle civilisation qui s'installe sur le sol de France et d'Europe en général, ça prendra beaucoup de temps à être assimilée, et moi sincèrement je pense qu'elle ne sera jamais assimilée, pour l'inventer. Dernier préalable que je voudrais poser, c'est le fait qu'il faut se préparer à une frustration mutuelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution complète, définitive, à un angle de 360 degrés. Ça n'existe pas. Toute solution sera fondamentalement et foncièrement injuste. Elle va limiter les droits et les libertés des uns et des autres. Premièrement, vous allez devoir limiter les libertés des musulmans en France. Les libertés religieuses, pas politiques ou civiles ou économiques, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas du droit de vote. Je vous dis qu'on ne peut pas laisser l'islam s'exprimer en France. On ne peut pas laisser l'islam respirer
en France. S'il respire en France comme il le souhaite et comme il, à la limite, il y a droit, eh bien, vous allez au clash et vous allez avoir l'islamisme. Parce que l'islam, quand il respire, il applique l'islamisme. Les mosquées, le muezzin, vous allez devoir laisser les appels à prière être diffusés par haut-parleur. Si vous laissez l'islam avoir tous ses droits, et l'islam va le réclamer, la séparation réelle, la ségrégation homme-femme, le refus total des libertés LGBT, minorités, tout ça, il faudra l'oublier, la PMA, tout ça, il faudra l'oublier, la remise à plat de l'éducation nationale, la liberté de conscience oubliée, ainsi de suite. Donc il faudra, pour régler le problème, ou du moins atténuer la nuisance, limiter fortement les libertés de la religion musulmane en France. Donc ce sera frustrer les musulmans de France. Pas tous, une grande partie n'est pas pratiquante, là tout va bien. Mais une autre partie qui est significative, elle va vivre comprimée en France, elle ne pourra jamais appliquer la religion musulmane telle qu'elle se doit de l'appliquer. Vous allez les empêcher de chercher le salut. C'est comme ça. Vous allez leur causer un drame intime. Je le dis très sincèrement, on les empêche de porter le voile, ou du moins de porter le voile partout où ils le souhaitent le porter, et ainsi de suite. De faire le ramadan dans les services publics et autres. Mais vous n'avez pas le choix. Vous allez devoir créer cette injustice contre les musulmans de France. Donc vous allez devoir vivre avec leur frustration, avec ce regard qu'ils vont vous renvoyer, ce regard de gens qui sont empêchés de respirer, d'appliquer leur religion. Donc une frustration chez les musulmans. Vous allez aussi avoir une frustration chez les, on va dire, les Français de souche, les Européens de souche, appelez-les comme vous voulez, les vieux Européens, les Européens judéo-chrétiens, puisque il faudra quand même vivre avec ces 10 millions de musulmans en France, et comme je vous l'ai dit, c'est une civilisation. C'est pas seulement l'islam. Vous pouvez à la limite faire un concordat avec les islamistes et leur montrer des limites et leur négocier avec eux un deal, même un deal sévère et tout. Mais vous ne pouvez pas faire un concordat avec 10 millions de personnes qui ne pensent pas comme vous. Vous n'allez pas faire un concordat avec 10 millions d'individus. D'autant plus qu'ils sont français. Vous savez, je vous dis, notre culture, nous, maghrébine, que je confonds avec musulmane pour aller vite, même si ce n'est pas la même chose, elle est porteuse de germes, de comportements qui sont chez vous, qui sont des comportements asociaux. Méfiance vis-à-vis de l'État, défi permanent vis-à-vis de l'État, qui se traduit par le bakshish permanent, la tentative d'intimidation de l'État par l'argent. On achète les fonctionnaires, ou à la limite, on est en Siba, au Maroc on dit ça, on est en anarchie complète, ça vous donne Chanteloup, le Val-Fouré. Chanteloup, le Val-Fouré, les embuscades contre les policiers français ou les gendarmes, c'est une Siba, c'est une anarchie. C'est le vieux phénomène tribal marocain ou maghrébin qui se réécrit chez vous, derrière la racaille avec son bonnet Lacoste. C'est la même chose. Ça, vous n'allez pas faire un concordat avec les racailles. Vous ne pouvez pas. Donc, vous allez être frustré. Vous allez devoir toujours vivre dans un environnement. Vous allez devoir toujours faire du containment, comme disaient les Américains pendant la guerre froide, et non pas une réelle conversion de ces 10 millions de Maghrébins musulmans en France à votre civilisation. Vous ne pouvez pas le faire. De toute façon, dans une démocratie, vous ne pouvez pas obliger une matière humaine comme ça à devenir comme vous. Dans un projet totalitaire, c'est peut-être possible, et encore. Mais là où vous êtes dans une démocratie libérale, vous allez devoir vivre dans la frustration permanente. Bienvenue dans le monde multiculturel. Alors j'en arrive aux conclusions. Alors je suis désolé d'être comme ça un peu désespérant et d'être cassant, mais c'est pas moi je veux pas être cassant, je veux pas transmettre cette impression-là, mais c'est la réalité. Il faut vraiment dire les choses comme elles sont, appeler un chat à un chat. C'est le but de cette vidéo sur les préalables. Il fallait y penser avant d'amener 10 millions de musulmans en France, il fallait y penser avant. Maintenant, c'est trop tard, les dés sont jetés, la balle a été tirée. Maintenant, il faut savoir... vous savez, quand vous mettez un gilet pare-balles et que vous recevez une balle, vous avez quand même un choc et vous avez la marque. Le gilet pare-balles vous permet de survivre. Et c'est ça. Maintenant, il faut qu'on arrive à enfiler le gilet. Il faut qu'on arrive à créer le gilet pare-balles, à le fabriquer ensemble et à l'enfiler pour absorber le choc. Mais le choc est certain, à mon avis. Il est inévitable. Et quand même, pour terminer sur une note d'action, sur l'optimisme de l'action, je vous dirais quand même que une des pistes qui sont quand même habitées par le bon sens, hein, je ne prétends pas être Einstein ou Clausewitz ou Montesquieu, une des premières pistes d'action pour essayer de créer et d'enfiler ce gilet pare-balles, c'est d'isoler
Je voulais dire très franchement, très crûment. Il faut isoler, aliéner, expulser, entourer derrière un cordon sanitaire tous les éléments qui sont toxiques, qui vont empirer le problème de l'islamisme en France et qui vont empirer les problèmes de la civilisation islamique. Je pense à pas lourd, je pense de manière très bruyante à la racaille. À tous ces éléments asociaux, à tous ceux qui donnent des coups de canif au contrat social français, à tous ceux qui emmerdent la civilisation française tous les jours, il faudra les isoler. Expulsion ou isolement, les aliéner. Vous pouvez les aliéner par l'humour, vous pouvez vous foutre de leur gueule. Par exemple, ça c'est un moyen d'isoler. Et en contrepartie, de manière symétrique, il faudra mettre le paquet, il faudra récompenser tous les éléments qui vont dans le sens de la concorde civile et dans la couture de la culture de la France. Tous ceux qui sont là pour recoudre le tissu social, refaire société, se ressouder l'os qui a été brisé, parce que l'os va être brisé quand vous prendrez le choc, eh bien tout cela, il faut miser sur eux, il faut les récompenser, il faut les amener à vous. Et là, vous me voyez venir. Je rebondis sur le premier préalable, les progressistes. Qui sont les musulmans et les extra-européens que les progressistes mettent en avant? Ceux qui sont là pour construire, recoudre le tissu social, ou ceux qui sont là pour cracher sur la France et détruire la société? Suivez mon regard. Qui sont mis en avant à la télévision, dans les médias officiels? Qui sont ceux qui sont invités à l'Élysée ou dans les cérémonies officielles? Souvent, ce sont ceux qui chantent Nique la France, qui crachent sur cette belle civilisation française, qui n'a rien demandé à personne et qui voulait juste poursuivre son bonhomme de chemin. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Là, on va vraiment, les yeux dans les yeux, parler des solutions concrètes à apporter à l'islamisme sur le sol de France. En attendant, partagez cette vidéo, cliquez sur like, abonnez-vous au canal si ce n'est pas fait, et puis parlez de ce message, propagez-le autour de vous. Au revoir, à la prochaine.